Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20 à la une. Ce soir, dans notre région, la disparition de Serge Dassault. Le milliardaire est mort cet après-midi à Paris à l'âge de 93 ans. On reviendra sur la personnalité et le parcours de celui qui a été longtemps sénateur de l'Essonne et maire de Corbeil. Un pied à l'école, un autre en entreprise. Journée spéciale apprentissage sur France 3 et France Bleu. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vient nous présenter sa réforme. Objectif, combattre les clichés et doper la filière. Et puis notre série cette semaine nous emmène au cœur des nuits parisiennes. Nuit bleue pour commencer, nous irons chez Michou, le plus célèbre cabaret transformiste de France. Mais d'abord, on l'a surnommé le Spider-Man du 18e arrondissement, le sans-papier malien qui a escaladé un immeuble samedi à Paris pour sauver un petit garçon va être régularisé. Mamoudou Gassama a été reçu ce matin à l'Élysée. Denis Tanchereau, Mustapha Tafnil. Dans la cour de l'Élysée, Mamoudou Gassama s'avance, hésitant, presque gêné par sa soudaine notoriété. Bon, il m'a donné un cadeau. Le cadeau, c'est cet acte de courage et de dévouement remis par le président Macron, accompagné de cette médaille que Mamoudou cache rapidement, un peu embarrassé. Quelques minutes plus tôt, le Malien sans papier de 22 ans a été reçu par le président de la République qui a tenu à le féliciter en personne pour son acte héroïque. Je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru, il est traversé la route pour aller le sauver. Et Dieu merci de le sauver. Et donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes... Mais je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement et Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Son exploit, le voici. Escalader cet immeuble pour sauver ce garçon de 4 ans suspendu dans le vide. Ces images filmées par des passants ont fait le tour du monde depuis samedi. Encore ce matin, rue Max Dormois, les riverains se rappellent la scène. Franchement, on a eu vraiment très très peur. Et puis ce garçon est monté aux grilles, mais vraiment très très vite, quoi. Il a vraiment sauvé, quoi. Parce que c'est un exploit. C'est un héros. C'est un héros. Franchement, c'est un héros. Mamoudou Gassama est arrivé en France en septembre dernier, hébergé par sa famille dans ce foyer de Montreuil. Il partage sa chambre de 15 mètres carrés avec 5 autres personnes, explique son frère aîné. Ça, c'est mon lit. Moi, je dors ici et Mamoudou, il dort ici. Ici. Par terre ? Ouais. Il aime aider les autres. Il est trop gentil. On est content. On est fiers de lui. Mamoudou Gassama va être régularisé. Il pourra ensuite demander sa naturalisation pour devenir français. Revenons à présent sur la mort de Serge Dassault. Il est resté aux commandes jusqu'au bout. C'est au siège de son groupe qu'il est décédé cet après-midi, terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 93 ans. Figure incontournable de la vie économique et politique, le géant de l'aéronautique avait fait de l'Essonne sa base arrière. Florent Carrière. Son nom est véritablement associé à la réussite du groupe aéronautique. Si Serge Dassault, né Serge Bloch, prend les rênes de l'entreprise familiale seulement en 1987, c'est bien lui qui a contribué, sous la houlette de son père, à faire du groupe Dassault un géant mondial qui affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de quasiment 5 milliards d'euros. Multidiplômé de Polytechnique, HEC et de l'École nationale supérieure de l'aéronautique, il intègre la firme familiale en 1951, puis en devient rapidement le directeur de l'exportation. Nous sommes dans les années 60-70, c'est l'époque du Mirage F1, un succès à l'export. 1970, ce sont aussi les années où Serge Dassault commence à s'intéresser à la politique. Son département d'installation, l'Essonne. Ses débuts sont marqués par des échecs électoraux, mais il devient peu à peu conseiller régional, conseiller départemental, puis en 1995, maire de Corbeil-Essonnes, élu avec 55% des voix. Maire, il le restera jusqu'en 2009. Cette année-là, le Conseil d'État annule son élection. Il est inéligible pendant 1 an. Première révélation sur le système Dassault. L'homme, qui est également devenu sénateur, est soupçonné d'avoir racheté les voix des électeurs. Les affaires judiciaires le rattraperont d'ailleurs sur les dernières années de sa vie. En 2017, il a été condamné pour fraude fiscale, puis à nouveau mis en examen, notamment
pour achat de vote. Serge Dassault, un homme fortuné également intéressé par la presse. Au début des années 2000, il prend le contrôle de la SOC Presse qui détient des titres comme Le Figaro, L'Express ou Le Dauphiné Libéré. Seul Le Figaro restera sa propriété. À 93 ans, il laisse derrière lui une immense fortune, 19 millions d'euros selon les estimations du magazine Forbes. Oui, et depuis l'annonce de ce décès en toute fin d'après-midi, les réactions politiques se multiplient. Sur Twitter, Manuel Valls, ancien rival politique de Serge Dassault, évoque une histoire très française. Nicolas Sarkozy, la France perd un très grand industriel et moi, un ami. Citons encore la réaction de l'ancien ministre et sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Adieu à un gaulliste convaincu, à un Français jusqu'au bout des ongles. Muriel Pénicaud, je ne peux pas ne pas me tourner vers vous, ministre du Travail. Un mot sur Serge Dassault, patron de quelques 20 000 salariés français. Serge Dassault était un grand industriel qui a beaucoup développé son industrie et donc ça a créé des emplois. Moi, je me rappelle qu'en juillet dernier, lorsque au Parlement, je présentais la loi d'habilitation pour les ordonnances, eh bien, il avait 93 ans, il était là, il était vif et je pense que c'est quelqu'un qui a été engagé dans ce qu'il faisait avec les avis que les uns et les autres peuvent avoir, mais jusqu'au bout. Merci pour cette réaction. William Vanqui nous a rejoint. William, vous avez suivi pendant des années les campagnes électorales à Corbeil-Essonnes. Serge Dassault, il entretenait une relation très particulière avec cette ville. Oui, je vais vous raconter une anecdote. Elle me vient d'un très proche de Serge Dassault. On est dans les années 70. Il est sur l'autoroute A6 avec son père Marcel qui met son fils au défi de faire ses preuves en politique. Leur voiture est alors à 30 km au sud de Paris, à hauteur de Corbeil-Essonnes. Le sort est jeté, faire basculer à droite. Ce fief communiste devient alors une obsession. Anecdote invérifiable, me direz-vous, mais elle expliquerait beaucoup de choses. 77, 83, 89, à 3 reprises, l'industriel est largement battu au municipal. Mais sa persévérance sera récompensée. En 95, il conquiert Corbeil et depuis, il parvient à garder la ville à droite. À quel prix? C'est toute la question. En 2008, son élection est invalidée pour des dons d'argent de nature à altérer la sincérité du scrutin. Formule très sobre du Conseil d'État. Depuis, c'est son homme de confiance, Jean-Pierre Bechter, qui gère la ville. Au fil des élections, les soupçons n'ont jamais pris fin. Au contraire, à Corbeil, les langues se sont déliées. Les deux hommes sont mis en examen depuis des années, notamment pour achat de vote. Serge Dassault ne sera jamais jugé. On peut simplement noter cette particularité électorale. Depuis 20 ans, à Corbeil, le centre-ville et les classes moyennes votent à gauche. Les quartiers populaires, eux, votent Dassault. Et les soirs de victoire électorale, les jeunes de ces quartiers sont très nombreux, étaient très nombreux dans le jardin de l'immense maison du milliardaire à Corbeil. Merci William. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant sur la mort de Serge Dassault. Plus de réactions, de témoignages évidemment sur notre site internet. Dans l'actualité également, la piste criminelle privilégiée après l'incendie ce week-end d'un gymnase de Bezons dans le Val d'Oise. Des bidons d'essence ont été retrouvés près du bâtiment totalement détruit. Dans le quartier, c'est la consternation. Séverine Laroui, Olivier Bada. Les dégâts sont impressionnants. Des millions d'euros partis en fumée. Le gymnase est entièrement détruit. Les flammes l'ont ravagé dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 2h du matin, les pompiers reçoivent l'appel d'une habitante. Ils mettent en œuvre d'importants moyens matériels pour venir à bout de l'incendie et empêchent que le feu ne se propage aux habitations environnantes. Aucun blessé, mais aux premières loges, les habitants de cet immeuble voisin du gymnase disent tous avoir eu très peur. Je dormais là, donc c'était pas évident. Je voyais plus rien. Donc la fumée elle est rentrée parce que je dors avec les fenêtres ouvertes et les volets fermés. Au moment où je me suis levée, j'ai entendu des éclats au niveau des carreaux. Ça a fait boum boum. Vous avez aussi l'état des volets. Donc ça a fondu par rapport à la chaleur. Comme elle, la voisine du dessus ne trouve plus le sommeil. Elle attend les réparations. Oui, ça pète. Vous voyez, regardez. J'ai des morceaux par morceaux et ça fait peur quand même. Avant, c'était la voiture là, qui a cramé la première. Ils ont cramé des scooters ici, mais jamais à ce point-là. Ça devient vraiment incroyable sur besoin. C'est catastrophique, quoi. Moi, je trouve que... Une enquête judiciaire a été ouverte. Des bidons d'essence ont été découverts à proximité du gymnase. Les policiers privilégient la piste criminelle. Pour le maire, elle semble ne faire
aucun doute. 82 policiers il y a 10 ans, 5 actuellement, c'est largement insuffisant pour faire face à une situation où le trafic est implanté dans cette cité depuis 10 à 15 ans. Les expertises des assureurs risquent d'être longues. En attendant, les enfants du quartier vont être privés de gymnase pendant plusieurs mois. Autre image spectaculaire à Paris, une rame du tramway T2 s'est encastrée dans un poteau ce matin au niveau du terminus porte de Versailles. Il n'y a pas eu de blessés. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident. Stop aux idées reçues. À l'heure où beaucoup de jeunes doivent choisir leur orientation, journée spéciale ce lundi sur France 3 et France Bleu. On parle apprentissage. En la matière, l'Île-de-France est plutôt bon élève. Regardez, la région compte près de 86 000 apprentis, un chiffre en hausse ces 2 dernières rentrées. La plupart dans les services et le commerce, 64% préparent un diplôme du supérieur. Bonsoir Muriel Pénicaud. Bonsoir. Rebonsoir. Vous êtes la ministre du Travail en charge donc de ce dossier. Vous avez lancé il y a un mois une campagne de promotion de l'apprentissage sur les réseaux sociaux avec le hashtag Démarre ta story. On va voir des images derrière nous. Des campagnes pour casser les clichés, il y en a déjà eu beaucoup. On est toujours à 7% d'apprentis ici en France quand nos voisins sont au double. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette campagne-ci va mieux fonctionner ? Il y a 3 choses. 1, on fait une campagne hashtag Démarre ta story où c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. 2, demain, au Parlement, je commencerai avec les parlementaires l'examen d'un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, où on va faire une transformation profonde de l'apprentissage pour que ça soit vraiment une chance pour beaucoup plus de jeunes. En gros, c'est une voie de passion et d'excellence, mais seuls ceux qui l'ont fait le savent. Et donc, et la 3e raison, c'est que la croissance repart. Et je peux vous dire qu'il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à s'engager dans les services, dans le commerce, dans l'artisanat. Mais c'est aussi les compagnons du devoir, c'est aussi l'industrie. Ce matin, au Conseil national de l'industrie a déclaré, le secteur industriel français, qu'ils allaient prendre plus 40% d'apprentis. Donc c'est le bon moment, la croissance repart pour investir sur les jeunes. Alors vous évoquiez le projet de loi que vous avez préparé, 20 mesures concrètes pour relancer l'apprentissage. Par exemple, une aide de 500 € pour les apprentis qui veulent passer leur permis, la limite d'âge repoussée à 30 ans au lieu de 26 actuellement, et pour les entreprises, une refonte, une simplification des aides. Et puis il y a une mesure qui fait débat, c'est le financement des CFA. Désormais, ils seront financés en fonction du nombre d'apprentis qu'ils forment. Certains présidents de région pensent que ça peut fragiliser, voire faire disparaître des centres dans les zones rurales ou dans les banlieues. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors pourquoi il faut réformer le financement ? C'est pas pour les institutions qu'on le fait, c'est pour les jeunes et pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a des jeunes et des entreprises, quelquefois, quand ils veulent signer un contrat d'apprentissage, eh bien le système actuel bloque parce qu'il n'y a plus d'argent pour aller plus loin. Où il y a des secteurs qui ont déjà développé l'apprentissage, ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est le cas, par exemple, de l'artisanat, mais c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur. C'est vrai puisqu'on peut faire l'apprentissage dans tous les métiers, dans tous les domaines et tous les niveaux. Et donc, on fait simplement un système très simple. À chaque fois qu'un jeune et une entreprise signeront un contrat, le financement du centre de formation d'apprentis est garanti, ce qui va leur permettre de développer. Et donc on a prévu des mesures pour que ça soit vrai non seulement évidemment en grande ville, mais que ça soit vrai en zone rurale, que ça soit vrai dans les quartiers prioritaires de la ville, partout près des jeunes, parce qu'il faut ouvrir l'apprentissage à beaucoup plus de jeunes. C'est une chance. Et ils ne sont pas encore assez nombreux à en profiter. Alors, vous le disiez, l'objectif, c'est de montrer que l'apprentissage est une voie d'excellence. On va regarder justement un exemple avec Denis Tanchereau et Lemana Koulimouetoké. Cet après-midi, j'ai cours de système informatique et robotique. Margot est en 5e année d'informatique. En septembre, elle obtiendra son diplôme d'ingénieur. À 23 ans, son parcours est un véritable sans faute. Du coup, au niveau SPARQL, tu avais trouvé les bases de données pour répondre à la requête ? Mais Margot est aussi apprentie. Elle passe la moitié de son temps en entreprise. Une formation en alternance qui séduit sur le marché du travail. Après avoir mis son CV en ligne, les recruteurs se bousculent déjà. J'ai notifié que j'étais apprentie et on n'a plus qu'à attendre que les entreprises nous envoient des offres, nous proposent de passer des entretiens. C'est vraiment, la recherche est simple, on est très demandé sur le marché. Ça fait rêver ça. Oui, ça fait rêver, et puis c'est un certain confort pour nous aussi. Loin des clichés sur l'apprentissage manuel, Margot, elle, chausse les talons hauts. Elle travaille tous les 15 jours dans cette grande entreprise informatique. Ça fait déjà 1 an et je me sens plutôt bien. J'ai réussi à m'intégrer dans l'équipe. Elle a signé un contrat d'apprentissage et gagne 1 400 € par mois, avec pour objectif intégrer l'entreprise.
J'ai choisi notamment en passant par l'apprentissage d'avoir cette facilité d'avoir potentiellement une offre d'embauche en CDI directement à la suite de mes études, de ne pas devoir passer par toutes les étapes de recherche d'un emploi qui sont parfois très stressantes. Elle se débrouille très bien, elle est bien évaluée, c'est un métier qui lui plaît. Donc nous, très naturellement, comme on le fait avec beaucoup d'alternants qui nous rejoignent chaque année, on lui propose un contrat de travail. Et donc si elle l'accepte, elle intégrera nos équipes en CDI. 400 apprentis travaillent ici. Encore étudiants, ils sont déjà dans le moule de l'entreprise, formés et prêts à être embauchés. Il n'y a pas le stress de la période d'essai quelque part. Et puis pour l'entreprise, c'est formidable puisque le collaborateur, il est connu, on sait ce qu'il fait et on a déjà travaillé 1 an, 2 ans, certains 3 ans avec. En septembre, Margot va signer un CDI, environ 2400 € net par mois. Un peu plus qu'un ingénieur qui n'est pas passé par l'apprentissage. L'apprentissage voie royale vers l'emploi. Muriel Pénicaud, il y a une semaine, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de plus de CFA dans les quartiers et de classes prépa pour entrer en apprentissage. Vous avez des précisions? Quand? Dans quelle ville? Oui, on va dans tous les quartiers prioritaires de la ville développer une offre d'apprentissage, soit dans les centres de formation d'apprentis, soit dans les lycées professionnels. Car aujourd'hui, les jeunes des quartiers prioritaires de la ville ont moins accès à l'apprentissage que les autres, alors que vous le voyez, c'est une voie royale. Pourquoi? Parce qu'on prépare les mêmes diplômes, on est rémunéré et on a 2 ou 3 ans d'expérience. Et donc ça, c'est plébiscité ensuite. Et pour ça, on va faire des prépas apprentissages dans le cadre du plan d'investissement compétences pour former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi, que je mène en parallèle du projet de loi. Et on va mettre 15% de l'enveloppe pour les quartiers prioritaires. Et ça, dès la rentrée prochaine. Et dès la rentrée prochaine, il y aura des prépas apprentissages pendant 4 mois où on peut découvrir les métiers, se former, puis être prêt pour entrer en apprentissage. Alors William, justement, vous avez suivi pour nous les annonces du président sur la banlieue. En ce qui concerne l'emploi, beaucoup d'observateurs sont un peu restés sur leur faim. Oui, assez peu de mesures concrètes. En fait, pas de plan, mais une philosophie, une méthode, dixit Emmanuel Macron. Philosophie qui peut se résumer en quelques mots: faire confiance aux entreprises. L'apprentissage en est un bon exemple. Il n'y aura pas de nouvelle loi contraignante, comme le voulait Jean-Louis Borloo, par exemple. Le plan Borloo qui ouvrait d'ailleurs pas mal de pistes, une mobilisation provisoire de 700 conseillers Pôle emploi dans les quartiers, par exemple, de nouvelles zones franches pour attirer les entreprises du numérique en banlieue. Alors, ça viendra ou pas, en fait, on n'en sait rien. Une annonce concrète tout de même et un rendez-vous. Du testing comme outil de lutte contre les discriminations. Les 120 plus grandes entreprises françaises vont être contrôlées. Les mêmes qui sont conviées à l'Élysée en juillet pour y signer une série d'accords. Madame Pénicaud, éclairez-nous, s'il vous plaît. Qu'allez-vous demander à ces grandes entreprises? Alors, on demande et aussi on les encourage. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet qu'il faut accepter de regarder en face. Il y a une discrimination à l'embauche pour des jeunes ou des moins jeunes qui arrivent des quartiers prioritaires de la ville. Et ça, c'est scandaleux quand on a le mot égalité partout sur toutes nos mairies. Et donc pour ça, on a mis en place depuis le 1er avril dans un certain nombre de quartiers prioritaires de la ville. C'est une grande partie en Ile-de-France, parce qu'il y a toute la Seine-Saint-Denis, il y a une partie d'autres quartiers en Ile-de-France. Ça représente 25% des quartiers en priorité. Et les emplois francs. Les emplois francs, c'est quoi? On dit à une entreprise qui est du quartier ou pas, quelle ou qu'elle soit, si vous prenez un jeune ou un demandeur d'emploi, vous lui donnez sa chance dans l'entreprise, il y a une aide financière et on fait le pari qu'une fois que vous aurez connu ce jeune ou ce demandeur d'emploi, il pourra révéler ses talents, il pourra révéler ce qu'il apporte. Jusqu'à 15 000 € sur 3 ans, c'est pas négligeable. C'est 15 000 € sur 3 ans. Est-ce que le message n'est pas un petit peu brouillé, Mme Pénicaud? D'un côté, vous proposez ces emplois francs, vous les relancez, vous tentez de les relancer, et de l'autre côté, vous avez donné un coup assez sérieux au contrat aidé. On sait qu'il y a beaucoup d'associations dans ces mêmes quartiers qui s'en plaignent. Est-ce que le message n'est pas un peu brouillé? Les contrats aidés, c'est un sujet de l'année dernière. On mettait des gens précaires sur des emplois précaires. On les a transformés en parcours emploi compétences qui sont beaucoup plus efficaces. Mais le nom a changé, mais le volume a diminué. On fait sur les pas dans les quartiers prioritaires de la ville. Ils n'ont pas été diminués dans ces quartiers. Mais en revanche, ça sera sanctuarisé dans ces quartiers. Ça l'a été pour oui, l'outre-mer. Sur les quartiers politiques de la ville, c'est un sujet encore plus efficace. Vous savez, si vous êtes jeune, demandeur d'emploi, et que vous n'avez pas la qualification, au moment où l'emploi repart, il y a plein d'emplois. Tous les jours, des entrepreneurs disent « je ne trouve pas la compétence ». Le plus important, c'est d'investir
dans la compétence. C'est la meilleure protection contre le chômage. C'est pour ça qu'on va avoir un grand plan. Et on a, par exemple, j'étais à Montreuil il y a quelques jours. Eh bien, vendredi, on a avec la Grande École du Numérique, avec Saint-Plon, avec d'autres, on a lancé, et avec Mounir Majoubi, mon collègue au numérique, on vient de lancer 10 000 formations numériques. On a fait pareil dans les métiers verts, dans les métiers écologiques. Donc on va avoir, il faut miser sur l'investissement. On fait confiance aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, mais en même temps on leur permet d'être formés. Et ça, les quartiers prioritaires de la ville sont prioritaires. Contre les discriminations, vous annoncez du testing dans les 120 plus grandes entreprises françaises. Il s'agit de comparer entre deux CV identiques, avec uniquement le nom et le domicile qui changent. Concrètement, est-ce que si une entreprise joue pas le jeu, on le saura ? Oui, on le saura. Et il y aura des sanctions également. Il y aura. De toute façon, la discrimination n'est pas légale, mais vous savez, le recrutement souvent c'est. Il y a rarement inconscient. des sanctions pénales. C'est souvent inconscient. Et donc la prise de conscience, le fait que ça va être public, les listes, eh bien, je crois que ça va modifier les comportements, parce que quelquefois les équipes de recrutement n'ont pas été formées à la diversité et ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Merci beaucoup Muriel Pénicaud. Si vous voulez en savoir plus sur l'emploi, sur l'apprentissage dans la région, un dossier très complet est en ligne sur notre site internet. Un mot pour vous dire de faire attention. Ce soir, 36 départements de France sont en vigilance orange, dont toute l'Île-de-France. Orage de grêle attendu dans la soirée. Soyez prudents. On termine avec une plongée dans les nuits parisiennes, thème cette semaine de notre série. Et on commence avec une adresse mythique chez Michou. Yannick Le Gall, François Dérault, Michael Buet. Je vous demande de faire rénovation, c'est Michou! Le prince bleu de Montmartre, acclamé par le public. À bientôt 87 printemps, Michou monte sur scène tous les soirs pour saluer les spectateurs avant chaque début de spectacle. Eh bien moi je voudrais tout simplement d'être près de nous ce soir. Merci. Samedi soir, la salle est pleine à craquer. Pendant le repas, les yeux sont rivés sur la scène. Vanessa Paradis, Nolwenn Leroy ou encore Sylvie Vartan, les transformistes sont bluffants de vérité. C'était vraiment surprenant de réalisme. Ces maquillages qui étaient vraiment parfaits. Donc c'est vraiment une soirée vraiment magique. Oscar est artiste au cabaret depuis 12 ans. Oui, tous les soirs, une bonne demi-heure de maquillage pour se mettre doucement dans la peau du personnage que je vais faire, enfin qu'on va faire. À chaque représentation, il incarne plusieurs stars de la chanson sur scène. Devenu transformiste après un pari entre copains, Oscar savoure de jouer chez Michou. La salle est particulière. Moi, la première fois où je suis venu sur scène ici, le cœur battait. C'est vrai qu'être sur cette scène, c'est la scène du cabaret Michou. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. C'est quand même 6 jours sur 7 en général, et ça demande quand même pas mal d'investissement, une rigueur. Il faut être bon tous les soirs, il faut être au niveau tous les soirs. C'est le même principe que tous les cabarets et le théâtre. Il faut être au taquet tous les soirs. Espèce de voyeur, t'es un voyeur, toi, non? T'aimes bien mater les femmes, toi, non? Les belles blondes comme moi. T'excites comme ça, c'est bien comme ça. Comme ça, tu aimes ça, non? Salopio, c'est dingue quand même, non? C'est la première fois, ça fait longtemps que vous voulez venir, mais c'est vraiment super. On reviendra, ça c'est certain. Authenticité, ne pas se prendre au sérieux et faire rire. Depuis la création du cabaret dans les années 60, la recette du succès est toujours la même. Quitte à surprendre, le maître des lieux. Je n'attendais pas que cette maison serait devenue une institution. Dans un décor resté dans son jus, entouré par des centaines de photos, Michou entend rester à la barre du navire pendant encore de longues et belles années. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal, le décès à 93 ans de Serge Dassault. L'annonce a été faite il y a quelques minutes, vous le voyez, sur le parvis de la mairie de Corbeil. Écoutez ses réactions. Un dévouement extraordinaire, une abnégation complète et vraiment quelqu'un qui a été amoureux de cette ville et qui a voulu la transformer. Et je crois que nous, Corbeil-Essonnois, on peut être très fiers de ce qu'il a fait.
Et beaucoup d'émotions ce soir. Personne ne peut nier l'amour que Serge Dassault avait pour cette ville et pour ses habitants. Voilà. Le moins que je puisse dire en tant qu'adversaire politique, c'est que je n'ai pas tout aimé dans son rapport à cette ville, dans sa façon de la gérer. Mais je suis un républicain et dans une période difficile qu'est la nôtre. Quand son adversaire politique décède, je crois qu'il faut s'en tenir au recueillement et faire vivre cette belle valeur de la République qu'est la fraternité. Et le 19-20 continue à demain.